Et on va même pouvoir vous montrer les livres. Parce que d'Alva, je dois vous dire que les livres, vous les avez dans les sacs, mais nous, on les a même pas encore vus physiquement. Donc, vous avez une primeur absolue. Vous verrez ces deux livres imprimés avant nous. Et donc, voici les romans qui vont être présentés à la manufacture de livres. Donc, le livre de Laurent Petit-Mangin et de Luc Chaumarat. Alors, bon, Laurent Petit-Mangin, vous l'avez déjà découvert et énormément soutenu en 2020 pour son premier roman, Ce qu'il faut de nuit, qui était un roman social, l'histoire d'une famille absolument bouleversante, d'un père et de ses deux fils, sur fond de dissensions politiques au sein de la famille. Alors, Ce qu'il faut de nuit était en fait son deuxième roman, et nous avons publié après Ainsi Berlin, qui était son premier roman en réalité, et qui, là, nous entraînait dans le Berlin juste d'après-guerre pour y suivre les aventures de Gerd, qui était en plein questionnement, lui aussi, philosophique, avec un choix à faire, notamment entre deux femmes qui incarnaient l'Est et l'Ouest. Donc, Laurent Petit-Mangin, c'est un auteur qui se renouvelle énormément, vous l'aurez compris, et c'est encore le cas avec ses Terres animales. Donc, il va vous embarquer une fois de plus dans un univers radicalement différent, mais avec des thématiques et avec surtout un style, un sens de la voix littéraire qui lui sont vraiment propres. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Alors effectivement, Laurent Petit-Mangin, troisième roman, peut-être son plus intime. C'est un roman qui va parler d'un monde qui se désagrège, d'un monde qui se termine et d'un monde qui se réorganise. En fait, l'idée du roman lui est venue d'un reportage sur un groupe de personnes âgées au Japon qui avaient refusé de quitter la zone irradiée de Fukushima et qui ont décidé, au mépris de toute règle de sécurité, de rester sur place. Et c'est ce choix-là, ce choix de changement de vie radical, de choix complètement irrationnel, qui a inspiré Laurent Petit-Mangin pour ce roman. Alors ce livre se passe dans un paysage, dans un territoire de montagne, de forêt. On imagine les Vosges ou le Jura, suite à une catastrophe nucléaire. Et tout d'abord, on peut noter que, alors, c'est là où Laurent s'est complètement renouvelé, c'est qu'il y a de très beaux passages, de très belles pages sur la nature, sur l'environnement, dignes des meilleurs livres de nature writing. Mais évidemment, comme dans les deux autres romans de Laurent Petit-Mangin, ce qui l'intéresse au premier lieu, c'est les trajectoires des hommes, les relations entre ces personnages. Et donc on va découvrir toute une communauté qui est demeurée qui a refusé de quitter cette zone irradiée au mépris des règles de sécurité. Donc il va y avoir différents personnages, un groupe de personnes âgées qui n'ont pas voulu quitter les lieux qu'ils ont toujours connus, un groupe d'immigrés qui finalement vivent mieux ici que dans une société où ils n'ont jamais trouvé réellement leur place. Et puis surtout un groupe de 5 personnages centraux qui vont être au cœur du roman et dont Laurent va nous parler. Oui, et c'est vraiment ces 5 personnages qu'on va suivre au fil de cette intrigue. Alors, bon, je ne vais pas vous expliquer quelles sont les raisons qui les ont fait choisir, eux, de ne pas partir et d'avoir cette vie très particulière, cette vie sur une terre complètement empoisonnée. Mais je vais vous parler un peu plus précisément des 2 narrateurs de ce livre, Fred et Sarah. Fred et Sarah, c'est un couple, et en fait, eux, s'ils ont refusé d'abandonner cette terre et leur maison, c'est parce que quelque temps avant la catastrophe nucléaire, ils y avaient enterré leur petite fille à la suite d'une maladie assez fulgurante, et ils ont refusé de laisser leur fille seule sur ces terres. Donc, ils restent en hommage et en cultivant ce lien à cette petite fille. Donc c'est ce couple qu'on va suivre, la voix tour à tour de Fred et de Sarah, et effectivement on a cette question du nucléaire, cette question de l'écologie, le questionnement aussi sur la force policière. Alors
chez Laurent Petit-Mangin, il y a toujours comme ça des thèmes qui sont éminemment politiques, mais il arrive toujours à rester sur une ligne de crête. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, il ne prend pas parti. Ces personnages parfois ne prennent pas parti non plus. La question n'est pas pour ou contre, mais la question c'est comment on vit face à ces interrogations et face aux choix qu'on va faire. La vraie problématique de Laurent Petit-Mangin, c'est le choix de vie, et le choix de vie qui pourra être irrémédiable. Oui, on va suivre ces personnages qui ont fait ce choix irrationnel, mortifère, de rester dans cette zone irradiée, mais qui néanmoins ont fait un choix de liberté quelque part, et ils ont gagné une liberté absolue, et on va voir comment ils vont créer une micro-société avec ses propres règles de fonctionnement, ce qu'ils vont conserver du monde d'avant, quelles sont les nouvelles règles qu'ils vont créer. Quelles sont un peu les nouvelles lois qu'ils vont mettre en place. Et bien évidemment, comme dans les 2 autres romans de Laurent Petit-Mangin, on va retrouver des thématiques qu'il affectionne particulièrement, les relations amoureuses, la pulsion de vie qui anime chacun de ces personnages. Et puis, il va être question aussi, comme dans Ce qu'il faut de nuit, de paternité, de maternité, puisque le roman va vraiment... tourner autour de l'irruption, l'arrivée d'un enfant. Oui, dans cette communauté. Qui va faire la bascule. Et bon, on ne va pas vous en dire plus sur l'intrigue, parce qu'une fois de plus, chez Laurent Petit-Mangin, c'est un roman très court, donc on vous laissera découvrir ce qui s'y passe. Mais si je peux ajouter quand même quelque chose, c'est que ce que j'ai aussi retrouvé en lisant ce texte, c'est quelque chose d'assez vertigineux chez Laurent, c'est son art de l'ellipse. C'est-à-dire que en effectivement un tout petit peu plus de 200 pages, il va nous raconter une vaste période de vie de ces personnages, avec des moments où le récit fait des pauses et où on va sauter à une temporalité ultérieure. Et cet art de l'ellipse, eh ben, ça nous permet à nous, lecteurs, de combler ces moments et finalement de nous attacher à une chose essentielle qui est l'émotion des personnages, parce que ce qui est raconté, c'est tous ces moments charnières dans le cœur des hommes et des femmes qui habitent ce livre. Et je crois que le grand talent de Laurent Petit-Mangin, grâce à ces ellipses, c'est de nous faire partager vraiment ces émotions. Donc, c'est une fois de plus un texte avec des moments extrêmement forts et bouleversants. Voilà, donc ça, on vous laissera les découvrir. Je vais quand même... oui, alors, bon, comme le livre de Luc Chomara, donc il est dans vos sacs, il est sur Eden, et comme l'année dernière, on a enregistré ces livres en version audio, donc vous pouvez également les découvrir en SP audio, et pour ça il faut simplement m'envoyer un mail, puisque j'ai juste besoin de votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer le livre lu en fait. Donc, deuxième titre de cette rentrée littéraire, le livre de Luc Chomara. Alors, Luc Chomara, vous le connaissez déjà également. Il était en rentrée littéraire il y a quelques années avec Le Fils du professeur, qui était un roman qui nous parlait de la perception du réel à travers un regard d'enfant, qui était un véritable plongeon dans l'imaginaire de l'enfance. Et alors, l'imaginaire, la question du regard décalé, je pense que ce sont vraiment des thématiques qu'on retrouve chez Luc Chomara. Alors, le livre de la rentrée, c'est un grand Chomara où on voit tout le brio de l'auteur pour jouer avec son lecteur et le faire réfléchir en même temps. Oui, alors le livre de la rentrée, évidemment, vous connaissez le concept puisque c'est ce qui nous réunit cet après-midi. C'est le fantasme de chaque éditeur d'arriver à susciter votre enthousiasme, d'arriver à susciter la curiosité des journalistes, de la presse, d'arriver à se frayer un chemin dans le circuit des prix littéraires. Et donc ce roman de Luc Chomara, son point de départ, c'est ça, c'est ce mythe du livre de la rentrée et du commerce du livre. Donc dans ce roman, on va croiser plusieurs personnages. Le héros, c'est Delafeuille, que les lecteurs de Luc Chomara connaissent à travers deux autres Oui, parce que alors, ça, c'est des thématiques... parler de la littérature et parler du monde de la culture, c'est vraiment une thématique récurrente chez Luc Chomara. Alors, on a déjà pu
découvrir ces thématiques dans le polar de l'été, le dernier thriller norvégien, L'espion qui venait du livre, et dans des essais qu'il fait chez Marest et que je vous recommande vraiment, à savoir L'invention du cinéma le plus récent et un petit chef-d'œuvre de littérature. Voilà, le titre me manquait. Et vraiment, je vous recommande de lire ces livres parce que c'est vraiment absolument jouissif d'avoir cette perception du monde de la culture. Il pose énormément de questions sur qu'est-ce que peut ou doit nous apporter la littérature, le romanesque et la culture en général. Donc en fait, le point de départ de ce roman de Luc Chomara, c'est donc ce personnage d'éditeur de La Feuille qui désormais doit trouver le livre de la rentrée. Il a été embauché dans une maison d'édition et il est sous la coupe d'une directrice commerciale sans scrupules qui lui dit que c'est le seul moment où on peut effectivement avoir du succès, c'est au moment de cette rentrée littéraire. Et donc le voilà parti dans cette quête du livre de la rentrée. Alors on va croiser beaucoup de personnages qu'on a l'habitude, nous, professionnels du livre, de croiser. Mais Luc Chomara va jouer avec tous ces clichés sur le milieu de la culture, avec beaucoup d'ironie, en nous forçant un peu à réfléchir sur nos méthodes, sur la manière dont on a de présenter et de pratiquer l'exercice de la littérature. Donc on va suivre les aventures de La Feuille, cet éditeur, un peu dépassé par les impératifs commerciaux de cette directrice tyrannique. Raoul, un libraire polar et SF et philosophe. Eugénie, cette fameuse directrice commerciale d'un grand groupe éditorial qui a commencé sa carrière dans la grande distribution et qui veut imposer ses méthodes à l'édition. Mais aussi une étudiante en lettres qui va théoriser un peu le rapport entre la fiction et le réel. Un jeune auteur qui se prend pour un génie puisque lui pense détenir le livre de la rentrée qui est composé d'échanges de SMS. C'est absolument illisible. Et donc de La Feuille va se retrouver dans cet univers et il va, au-delà de toute cette problématique autour du monde de l'édition, le livre va prendre une autre tournure puisque cet éditeur va partir en villégiature chez un de ses auteurs, Luc, pour effectivement échapper un peu à la pression parisienne. Et là, le livre va prendre une autre tournure puisqu'il va rencontrer la femme de cet auteur et tomber dans une sorte de fascination amoureuse pour elle. Et petit à petit, Luc Chomara va jouer avec ses codes pour nous amener dans une autre dimension où fiction et réel se mêlent. Puisque, comme le dit Delphine, la femme de Luc, qui est un personnage extraordinaire, leur relation est impossible puisque De La Feuille est un personnage de fiction qui apparaît déjà dans d'autres livres et elle est un personnage réel. Oui, alors c'est la mise en abîme à laquelle Luc Chomara nous a déjà habitués dans d'autres livres et qui est toujours un ressort absolument génial. Et donc on découvre ce personnage de Delphine qui permet à Luc Chomara de parler aussi de qu'est-ce que c'est qu'un personnage féminin. Alors Delphine, elle est le cliché du personnage féminin. Alors elle est absolument sublime, évidemment. La maternité et le temps n'ont absolument aucun effet sur elle. Elle est un peu comme un personnage de Walt Disney, c'est-à-dire que les animaux lui parlent et elle peut échanger avec la nature en permanence. Elle sait prévenir avec douceur et perspicacité le moindre désir de tous les hommes qui l'entourent, mais c'est en même temps une femme libre et affirmée, et tellement libre qu'à un moment, elle saura dire à l'auteur qui la met en scène que sa vie est ailleurs et que le roman, ça suffit. Donc on va donc, en lisant le livre de Luc, se retrouver à partager les tourments amoureux et les rêves de La Feuille, cet éditeur en quête du fameux livre de la rentrée. Il est complètement en admiration devant cette femme parfaite, ce qui d'ailleurs permet aussi de réfléchir à savoir comment la littérature présente ce portrait de femme libre, indépendante et parfaite. Et la manière dont la fiction et le réel vont s'entremêler à travers cette histoire amoureuse entre la femme de l'auteur, l'éditeur, personnage réel, personnage fictif, puisque Luc, qui écrit un livre sur cette femme, sur sa femme, va intituler son livre « Le livre de la rentrée ». Voilà. C'est un petit bonbon, ce livre, c'est
extrêmement drôle, comme tous les livres de Luc Chomara. C'est en même temps extrêmement intelligent. Ça pose plein de questions sur qu'est-ce que c'est que de vendre de la culture. Est-ce qu'on a le droit qu'est-ce qu'on a le droit de dire dans un roman? Comment on doit le faire? Le rapport entre morale et culture, la puissance du monde de l'art et finalement, effectivement, tous ces rapports entre fiction et réel. C'est absolument génial et complètement réjouissant comme exercice littéraire. Donc là, faites-vous plaisir. Vous pouvez vous plonger dans le livre de la rentrée. Écoutez, qui sera peut-être le livre de la rentrée. Mais oui.